C'est une escale de Jeanne avec Alain Warraud. Alain Warraud est venu souvent à nos interviews, à nos escales. On s'est beaucoup intéressé à son cursus de poète. On s'est beaucoup intéressé à son écriture, aux musiciens, aux livres. Aujourd'hui, c'est au cœur de l'homme, dans son paysage intérieur, que nous ferons escale. Alain Warraud, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous donnez l'impression d'une ténacité à toute épreuve. Le conservatoire, vous êtes allé le chercher. L'écriture, depuis toujours, mais l'édition, ce n'était pas facile. La photo et tout le reste. Cette ténacité, pourquoi? Je ne sais pas si elle est à toute épreuve. Mais, cette ténacité, je crois que c'est très simple. On va chercher ce dont on a besoin pour se nourrir, que ce soit de nourriture terrestre ou des nourritures autres. Et on va chercher ce dont on a besoin, et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on continue à chercher, sinon on ne survit pas. Je crois que cette ténacité, c'est simplement l'instinct de survie, peut-être, tout simplement. Comment est venue la passion de la musique? Alors, ça, c'est la passion de la musique. Au départ, c'était un coup de cœur, un flash d'avoir entendu une musique jouée au piano. C'était une sonate de Beethoven, la sonate pathétique. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est l'écoute de cette musique qui a été le déclencheur. En fait. Vous aviez quel âge? J'avais, je ne sais plus exactement, on va dire l'âge entre 8 et 10 ans. Et depuis, vous avez cherché la musique? Depuis, j'ai cherché la musique, voilà, ça a été un chemin pas toujours facile parce que j'ai pas pu apprendre la musique au moment où j'ai désiré l'apprendre. Donc j'ai appris tard, et quand on apprend tard, ça pose des problèmes. On n'est pas au même niveau que les autres, ceux qui ont eu la chance de démarrer tôt. Donc vous êtes professeur quand même au Conservatoire des Landes. Malgré tout, oui. Voilà. Et ensuite, il y a eu l'édition, parce que je crois que l'écriture aussi a commencé tôt. Au même moment, on va dire, c'est cette époque où, étant enfant, on découvre les possibilités de l'univers, les possibilités, les choses que l'on peut acquérir par soi-même. L'époque où on ne se contente plus de recevoir à manger ce qu'on nous donne, mais on commence à aller chercher, et voilà. Justement, en venant assez tard à l'écriture, parce que je crois que l'écriture, même si vous êtes venu, tôt à l'écriture, Oui. c'est l'édition qui est venue plus tard. C'est-à-dire qu'il a fallu que la vie, s'installe un peu. Puis est venue l'édition. Quand on a été édité, il y a ce grand frisson d'avoir son livre à la main, le premier, et après, il y a une forme non pas de désenchantement, mais d'une lucidité. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être édité, il faut être lu. Oui, moi je sais que je me suis lancé là-dedans avec beaucoup de naïveté, en me disant que le fait d'être édité, c'était la porte ouverte. Mais non, on se rend compte très vite effectivement que ça ne suffit pas. Il faut que le livre soit visible, il faut se faire entendre, finalement c'est à partir de ce moment-là que le combat, entre guillemets, commence vraiment. Écrire, on écrit pour soi, c'est pas une lutte, c'est un besoin, c'est un plaisir, c'est une nécessité. Mais le combat commence une fois que le livre est édité. Alors, il y a des auteurs qui se forgent un personnage. Et parfois, le personnage, je dirais, est plus fascinant que la personne elle-même. Vous êtes toujours un peu caché, peut-être n'est pas le mot, mais vous êtes dans vos personnages, dans les personnages de votre écriture, même quand c'est de la poésie. Parce que c'est une quête quand même. Oui, mais bien sûr c'est une quête, mais pour tout le monde c'est une quête. On est tous à la recherche de soi-même, de quelque chose qui est profondément ancré en nous, avec tous les échanges qu'il y a avec l'extérieur bien sûr. Mais s'il fallait s'arrêter à uniquement sa propre expérience, sa propre vie, ça reste uniquement du domaine de l'anecdote. Et ça, je trouve que ça n'est pas très intéressant. Les états d'âme qu'on étale sur le papier sont des choses qui, je trouve, inutiles, inintéressantes. Il faut que ça permette de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus universel. On dit de vous que vous êtes un taiseux. Est-ce qu'on devient taiseux
ou bien on l'est? Ah. Et si on le devient, quelles sont les circonstances qui font Bon, je pense que c'est un trait de caractère qui s'affirme ou s'infirme après peut-être avec le temps, mais c'est un trait de caractère profondément. Taiseux, c'est choisir le moment, ce n'est pas ce terme, mais c'est choisir le moment où dire les choses, le moment opportun où les dire. Je sais que le dernier ouvrage, Le Château, donc votre livre sur Kafka, chez Jacques Flamand, aux éditions Jacques Flamand, on a l'impression que vous vous êtes mis un peu plus à nu, comme s'il y avait pas une blessure, mais justement cette forme de lucidité où vous avez cru être arrivé avec les autres, et où chacun au fond est seul dans ce château. Alors, ce château, c'est le roi à nu, quelque part? Disons déjà c'est une écriture différente, ce n'est plus une écriture poétique, donc il n'y a pas les images, c'est une écriture qui est beaucoup plus directe. Effectivement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, que j'ai senti comme étant présent à l'intérieur de moi depuis très longtemps, et pour lequel l'écriture s'est passée d'ailleurs très rapidement. Et vous comptez continuer les feuillages du roi? Bien sûr, avec beaucoup de discrétion toujours, mais bien sûr. On est submergé, j'imagine, quand on écrit, par ce qu'on écrit. Et après, il y a le temps où c'est fini. Cette phase-là, cette écriture-là, comme une musique d'ailleurs, est finie. Et c'est aux autres d'être submergés. Quand on a fini, on est vidé, fatigué. Bien sûr, c'est comme une expulsion. Pour dire des choses vilaines, c'est comme si on avait vomi quelque chose et on se sent à la fois vidé et en même temps soulagé. Parce que le temps de l'écriture est un temps d'une descente intérieure relativement forte, relativement intense. Vous faites beaucoup de photos, mais pour vous la photo, ce n'est pas un copier-coller, vous le dites souvent, c'est une façon de recréer quelque chose. Vous aimez bien recréer quelque chose. Est-ce que la photo est une forme d'écriture aussi, ou une forme de musique, une partition? Je crois que tout se tient là. Vous faites bien de dire forme de musique aussi. Pour moi, il y a de l'écriture dans la photo, il y a de la musique dans la photo raconte quelque chose. La musique raconte quelque chose, l'écriture raconte quelque chose. Et d'ailleurs, en termes photographiques, il y a une expression technique qui parle du bruit d'une photo. Le bruit, c'est si la photo est plus ou moins lisse, plus ou moins granuleuse, on appelle ça le bruit. Et j'ai trouvé ça très amusant qu'on utilise ce mot-là pour une photo. Donc ça veut dire qu'une photo, quelque part, c'est quelque chose qui est aussi sonore, peut-être intérieurement, mais sonore, oui. Quand on a des rêves, parce que vous en avez, ils continuent, et au fond, toute la vie, chacun de nous a ses rêves, on met le curseur de l'ivresse. Oh, je ne vais pas dire on parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, j'ai envie de dire que je prends les choses comme elles viennent maintenant, de plus en plus. Je n'attends pas ou je n'attends plus la réalisation d'un rêve. Parce qu'on peut être souvent déçu, ou même se tromper carrément de rêve, tout simplement. Je crois qu'il faut être les deux pieds bien au sol, bien dans la réalité, et surtout à l'écoute de tout ce qui se passe autour, de tout ce qui nous envahit. Et c'est toutes ces choses-là qui construisent en fait le rêve. La vie est rude et les rêves sont mis à mal souvent par la vie elle-même. La vôtre n'a pas dû être épargnée, sans être dramatique bien sûr, mais vous avez dû vous battre quand même. Comme tout un chacun. Et vous continuez. Je n'ai pas connu de drame particulier, mais effectivement, il faut... la vie pour n'importe quel être vivant, de toute façon, ça passe toujours par une lutte pour la survie. Vous avez un rapport au lieu qui est toujours empreint d'une certaine mélancolie, celle du temps qui passe,
Vous savez qu'il file entre les doigts et c'est normal, on ne pourra pas le rattraper, mais vous allez encore plus loin. Ça veut dire que vous imaginez ce qui était avant et qui ont passé le relais, on ne sait pas comment. Maintenant, c'est d'autres qui sont là et ça va continuer. Donc vous avez ce rapport au lieu qui vous étreint quelque part. D'ailleurs, dans Prélude et Fugue, un de vos recueils, je crois, on a la même chose à Bagatelle, à Giverny, à Versailles et même à Paris. Enfin, ce rapport au temps est tout le temps là. Pourquoi êtes-vous ainsi étreint par les lieux? Qu'est-ce qui vous raconte? La vie. Le temps présent est un temps qui, j'ai presque envie de dire, qui n'existe pas, qui s'échappe aussitôt. Donc finalement, pour pouvoir avoir une conscience de ce temps présent, on est obligé, qu'on le veuille ou non, de se souvenir et de se rapprocher du passé ou d'imaginer le temps futur. Peut-être que ça vient de là, tout simplement, c'est de sentir sa présence dans ce temps qui nous échappe, sentir sa présence malgré tout, comme on est capable de sentir la présence des autres. Pour revenir au temps et au lieu, vous étiez dernièrement à Marseille. Vous avez revu l'appartement de votre petite enfance. Oui. Et en même temps, vous avez revu ce balcon. Vous avez d'ailleurs une photo avec votre famille, avec votre père. Et aujourd'hui, l'appartement est habité par d'autres personnes. Quelle a été votre impression ce jour-là en repassant devant cet appartement, devant celui qui au fond n'a pas changé? De me dire justement que le lieu lui-même n'avait pas changé. Il avait pris de l'âge dans la mesure où les arbres avaient grandi. Voilà, les arbres avaient grandi, s'étaient étoffés. J'avais l'image avec mes yeux d'enfant de cet âge-là, évidemment, d'un lieu plus ouvert, plus vaste. Ça tenait à ma taille d'enfant, bien sûr. Mais je l'ai retrouvé quasiment intact, en fait. Et vous avez eu l'impression que c'était vraiment un retour, comme un ancrage, votre ancrage était là? Oui, parce qu'on retrouve, au-delà du lieu, on retrouve surtout le temps qu'on y a vécu, l'âge auquel on y était, et tous les petits événements qui se passent et qui nous forgent finalement le caractère, qui font qu'on est devenu ce qu'on est actuellement. On retrouve tout ça. Les saisons, donc c'est une façon de revenir au temps, sont votre fond d'inspiration aussi. Vous avez écrit un recueil sur les saisons, mais au-delà, on le sent tout le temps. Et vous avez même ajouté une saison de plus, comme pour vous faire un peu de prolongation, pour vous, pour vos lecteurs, pour tous, comme pour sauver le temps. Les saisons, pourquoi vous aviez besoin de cette saison supplémentaire alors que quand vous avez écrit... le titre indique effectivement 4 saisons plus une, mais cette saison supplémentaire, c'est pas une saison supplémentaire, c'est la saison de celui qui écrit, celui qui est dans ces 4 saisons-là. Je crois que chaque individu a sa propre saison et qu'il s'inscrit dans la saison universelle. Et c'est cette saison-là qu'il faut arriver peut-être à décrypter et qui nous donne des indications ou un sens ou une direction à notre place ici sur cette terre. J'ai entendu un de vos amis vous dire un jour « Tu as ce rire heureux que j'aime tant ». Alors que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'humour, vous riez beaucoup. Le rire heureux, ce rire particulier que votre ami a vu, c'est comment, c'est quand? C'est un rire dégagé de tout souci, c'est un rire spontané, c'est celui qui vient du cœur, c'est le rire qu'on échange avec l'événement ou la personne qui occasionne ce rire ou la personne avec qui on va partager ce rire, avec qui on va... voilà, c'est la joie, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur de vivre. Vous êtes donc au Conservatoire des Landes, professeur de musique, de guitare, et il y a ce passage
donc vous êtes enseignant en quelque sorte, vous êtes enseignante en Oui. quelque sorte. Comment vous voyez la situation aujourd'hui avec la situation sanitaire bien sûr, parce qu'on n'est pas sorti de cette situation sanitaire, comment vous voyez ces jeunes qui viennent pour apprendre la musique, leur avenir, tout, parce que tout a changé. On a l'impression qu'il y a des choses qui se sont au contraire ouvertes, et il y a d'autres qui se sont un peu bouchées. Est-ce que la musique, vous croyez qu'ils auront encore l'avenir de pouvoir longtemps faire des métiers de musique? Je l'espère. La situation sanitaire, à mon avis, n'est qu'un accident dans l'évolution. C'est-à-dire que ça a une influence sur le moment, sur la façon de travailler. Ça crée des problèmes, des complications, bien sûr, mais qui sont appelés à disparaître. Et on va retrouver petit à petit le cours normal de l'enseignement. Non, l'évolution de la musique, elle tient pas, et de l'enseignement de la musique ne tient pas à ça, elle tient à des considérations beaucoup plus générales, beaucoup plus vastes et qui datent déjà de beaucoup plus longtemps. Les conservatoires ont subi une évolution extraordinaire depuis des années et continuent à suivre cette évolution. Les conservatoires s'inscrivent dans le monde vivant, les conservatoires sont vivants et donc s'adaptent constamment à ce dont on a besoin actuellement. Les conservatoires ne sont plus uniquement cette école faite pour les élites, cette école faite pour former les futurs musiciens professionnels. Les conservatoires ont une population qui augmente, une population d'élèves qui augmente de plus en plus. L'offre s'élargit de plus en plus, la possibilité d'accéder à la musique s'élargit de plus en plus et donc forcément la façon de travailler, les objectifs ne peuvent plus être tout à fait les mêmes qu'à l'origine. Alors justement, de par votre métier, de par le conservatoire dans les Landes, vous allez d'une région à l'autre, vous conduisez beaucoup. Oui. Et j'ai su que quand vous conduisez, comme tout le monde probablement, vous pensez beaucoup. Donc parfois Oui. vous écrivez des mots. Bien sûr, vous vous arrêtez pour les écrire sur un post-it. Je le précise pour qu'on ne pense pas que vous écrivez pendant que vous conduisez. Mais ce post-it, vous le collez et après, de tous ces post-it, arrive une histoire. C'est comme un peu la vie. C'est comme si vous recollez les morceaux de votre propre histoire. Comment vous écrivez? Comment vous viennent ces bribes? C'est beaucoup de travail, enfin d'écriture intérieure, je vais dire. C'est-à-dire que j'emmagasine sur des post-it, c'est plutôt des post-it, je retiens par cœur en fait compte ce que je vais écrire, en tout cas les grandes lignes. Donc je vais avoir un rythme en tête, je vais avoir une musique en tête, la musique des mots, le rythme des mots, et je vais avoir une structure, surtout une structure d'écriture en tête. Et je dirais qu'après, sans que ce soit péjoratif, c'est du remplissage. Alors, on va jouer à un jeu de questions-réponses. Vous allez me répondre assez vite. Si je vous dis le vent d'infini, parce que ça fait partie de votre écriture, le vent d'infini. Ah, le vent d'infini, c'est un... ça fait partie de Prélude et Fugue, c'est le prélude de la fugue de Rose à Bagatelle. Le vent d'infini, c'est ce qui porte. Et c'est surtout un vent intérieur. C'est infini, mais c'est infiniment intérieur. La Méditerranée. Ah, la Méditerranée, c'est une grande partie de ma jeunesse. Et donc c'est une... C'est une couleur? C'est une couleur, c'est un mouvement, c'est une lumière, c'est une musique, c'est une ambiance. Les Landes. Les Landes, c'est un lieu de travail, puisque je suis venu dans les Landes pour travailler au Conservatoire des Landes. Voilà, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris mon métier, j'ai rencontré évidemment beaucoup de musiciens, beaucoup de collègues, c'est un lieu voilà, où j'ai pratiqué mon métier. L'oubli. N'oublie rien. Vous n'oubliez rien. Vous On emmagasinez. s'habitue, c'est tout, chanter bref, on n'oublie rien, on s'habitue, c'est tout. Demain.
Demain viendra. En- Vous sortir le téléphone. Demain, demain, Tu c'est des verras. projets, c'est toujours des projets qu'on essaye de réaliser. Demain, c'est des projets d'écriture, c'est des projets de musique, de photos, de films, c'est des projets de vie. Un dernier regard qui vous a beaucoup touché, je crois que c'est quand vous avez vu votre père la dernière fois, vous preniez la route et vous avez eu l'impression que vous ne le Ah. reverrez plus. Ça vous a marqué beaucoup. Oui, ça remonte déjà à quelques temps, puisque c'était en 2005, je crois, Noël 2005. Voilà, oui, effectivement, j'ai eu un pressentiment, comme quoi c'était la dernière fois que je le voyais, je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, 6 mois plus tard, il devait décéder. Oui, Je voudrais revenir à ces kilomètres que vous faites régulièrement pour votre travail. Quelle distance de vous à vous? Est-ce que vous avez récupéré des kilomètres entre vous et vous au fur et à mesure de ce temps, de l'écriture, en couchant sur le papier des mots, avec la musique, tout le reste, les photos? Oui, bien ces kilomètres, c'est du temps donné pour réfléchir, parce qu'on est seul dans sa voiture, dans son habitacle, on est enfermé là-dedans. Le paysage, la route, on la connaît par cœur, donc on finit par ne plus y prêter attention, même si on fait attention à la circulation quand même un petit peu. Donc forcément, ce sont des moments où on n'arrête pas de réfléchir. Et c'est l'occasion réelle, pas réelle mais rêvée à la limite, pour se rapprocher de soi-même, oui. Plus on fait de kilomètres vers l'autre, plus on se rapproche de soi. C'est étonnant. L'abandon à la Warou, qu'est-ce que ça donne qu'est-ce qui résonne chez vous quand je dis le mot abandon? L'abandon, c'est quelque chose qui m'est étranger. Et pourtant, je sais que vous ne pouvez pas supporter de voir des chats abandonnés parce que vous accueillez, vous recueillez Ouais, des non, chats abandonnés. c'est pas de l'abandon, c'est pas des chats abandonnés, ce sont c'est la rencontre de deux libertés en fait, celle du chat et celle de l'être humain. Ce sont des chats qui m'adoptent. Mais souvent ils sont petits, ils sont sans Oui. défense. Oui, D'ailleurs c'est de famille chez vous, je pense, tout le monde accueille les chats. Donc vous prenez ces chats, vous les nourrissez, vous les faites grandir et vous les remettez en liberté. et ils restent toujours en liberté. Ils restent toujours en liberté. Je trouve que c'est cette relation qui est intéressante. Ils sont en liberté comme moi-même je suis en liberté vis-à-vis d'eux. On n'empiète pas, personne n'empiète réellement sur le territoire de l'autre. Pourtant beaucoup de caresses données, beaucoup de Bien caresses sûr, reçues, ça n'empêche pas la liberté. beaucoup de photos. La liberté, c'est le respect de l'autre. Ces photos qui racontent l'histoire, Oui. quand on les revoit après l'album photo, qu'est-ce qu'on sent? Parce que je sais que vous avez, beaucoup de gens peut-être le savent, mais on n'entend peut-être pas. Vous avez beaucoup de chats, de photos de chats avec vous, de câlins de chats. Oui, j'ai eu beaucoup de chats qui m'ont suivi. Et voilà, beaucoup de chats qui m'ont suivi depuis très longtemps. Eh bien, ce sont des souvenirs, on va dire, attendrissants. Et j'insiste sur ce rapport, justement, qu'il y a, ce rapport d'égalité dans la relation avec l'animal et l'être humain. Et à la fois d'égalité et en même temps cette tendance à vouloir annexer l'autre, parce que je ne sais pas qui annexe le plus, si c'est le chat ou si c'est l'être humain. Vous avez, je crois, des angoisses. Vous êtes un homme angoissé quelque part, alors que vous paraissez, tout le monde dit, voilà, bon, c'est un poète, c'est un musicien. Tout le monde pense que c'est tout à fait vraiment unique, tout ça. Mais vous êtes angoissé. Mais tout le monde a Voilà, Tout le c'est monde. l'angoisse de pompier là. tout le monde a ses peurs, tout le monde a ses phobies. Quelle est votre grande angoisse? Je ne sais pas, peut-être de ne pas être à la hauteur d'eux.
Vous dites souvent, on fait ce qu'on peut. Oui, Et c'est ce que vous dites à vos élèves parfois. Oui. Fais ce que tu peux, et on Oui. verra après. bien sûr. Faire ce qu'on peut, c'est quoi? Faire ce qu'on peut, c'est, je vais prendre une phrase bateau, c'est donner le meilleur de soi-même. Euh, Faire ce qu'on peut, c'est faire, faire ce qui est soi-même. C'est de ne pas essayer de faire comme fait l'autre, ou d'essayer d'atteindre un niveau parce qu'on estime que l'autre a un niveau tellement bon qu'on va faire pareil. Non, je n'aime pas tout ce qui est superlatif. De toute façon, c'est quelque chose que je fuis. J'ai horreur du superlatif, j'ai horreur des mots superlatifs. Le meilleur, le plus beau, le plus intéressant, le plus intelligent. Le superlatif ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il n'a pas... c'est une grande vanité et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échelle de valeur, mais non, on fait ce qu'on peut. Et puis... et quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut faire de mieux. Quand vous suivez vos élèves au conservatoire, il y a quelques-uns qui vous touchent, bien sûr, c'est normal, peut-être plus que d'autres. Pas parce qu'ils sont spécialement doués, plus doués que d'autres. Non, c'est un élève qui est touchant, c'est un élève dont on sent une grande affinité avec ce qu'il fait, avec la musique. Quand on sent qu'il éprouve, quel que soit justement le niveau qu'il a, quel que soit le résultat qu'il a, quand il éprouve un réel plaisir, une réelle nécessité, plus que du plaisir, c'est une nécessité viscérale de réaliser quelques notes sur son instrument de musique. Et à ce moment-là, le niveau n'a pas plus beaucoup d'importance. Et on se dit, quand on a réussi à faire naître ça, à développer ça plutôt que de le faire naître, mais là on a réussi quelque chose d'important, quelque chose d'utile, quelque chose d'humain. Et je pense que c'est ça qui fait beaucoup plus plaisir. Un élève qui réussit ses examens, qui passe ses diplômes, qui devient professionnel, bien sûr, on éprouve là du plaisir, puis surtout une certaine fierté. Et puis la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de ses collègues. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est ce sentiment-là d'avoir réussi à développer chez quelqu'un, d'avoir éveillé chez quelqu'un un intérêt pour une discipline pour laquelle on est soi-même passionné. Le personnage principal est toujours, je crois, le musicien, le personnage d'Alain Warreau, et tous les autres en découlent, c'est un musicien à la base. Comment vous avez fait pour deviner? Vous me l'avez soufflé souvent. Ben, peut-être parce que c'est un petit peu dans tout ce que je fais. En tout cas, c'est une volonté. En fait, je ne fais pas autrement, je ne peux pas faire autrement. Moi aussi, je fais ce que je peux. Vous avez souhaité pour cet entretien, pour cette escale, qu'on soit dans la nature. Vous ne vouliez pas d'un lieu fermé. Nous sommes au jardin du Luxembourg qui est splendide. Je ne vais pas dire en ce jour d'automne, on a l'impression que c'est l'automne, mais on est quand même encore en été. Vous ne vouliez pas être enfermé, vous aimez la nature. Vous êtes aussi incontestablement un homme de nature, de la nature. La liberté. La liberté. Vous n'aimez pas tout ce qui entrave. Non. Alors, je vous remercie infiniment de cette escale. Donc, merci à vous. Nous allons finir comme à l'habitude avec le générique de fin des escales de Jeanne. Et ce générique est signé par Alain Warreau. Merci beaucoup.